Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Delest, donc coach agile chez Coactive, et je vais vous parler de livraison continue. Bon, ma question d'aujourd'hui, c'est voilà, j'en suis à un certain stade et me faut-il de la livraison continue aujourd'hui dans mon organisation? Donc, c'est ce que je vais développer tout au long de la présentation. Donc, je vais commencer par remercier donc, tous les sponsors qui permettent l'organisation du Scrum Day. Donc, nous sommes là. Nous avons également donc, un stade à l'entrée. Donc, venez nous voir après. Donc, Coactive, donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une équipe de coach agile, product owner, scrum master, facilitateur. Et donc, moi, j'interviens principalement sur des missions de coaching agile, mais je suis également product owner dans une autre société. Donc de la livraison continue dans mon organisation, donc, je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est la livraison continue. Donc est-ce que c'est également donc, le bon moment de la mettre en place, à quel moment il faut commencer à s'y intéresser, et comment on la met en place dans une équipe, dans une organisation, qu'est-ce que ça nécessite. Donc pour commencer, c'est quoi donc la livraison continue? Donc c'est un ensemble de principes et de pratiques permettant de déployer à tout moment une nouvelle version sur un environnement de production. Donc ça c'est un peu la définition qu'on trouve dans les livres. Pour moi c'est un petit peu compliqué. Lorsque j'ai lu la première fois, j'ai eu un peu de mal à le comprendre, donc je vais essayer de résumer un petit peu plus proprement. Donc la définition. C'est bon? Ok. On va faire comme ça. Donc je reprends. Donc la livraison continue, donc un ensemble de principes et de pratiques permettant de déployer à tout moment une nouvelle version sur un environnement de production. Donc je vais essayer de vous la faire un petit peu plus courte. Donc il s'agit en fait de produire en fait des livrables. Donc une équipe de développement, sa préoccupation c'est de produire en fait un livrable qui est déployable donc à tout instant en production. Donc sa préoccupation à elle, l'équipe de développement, c'est de réaliser donc un livrable. Elle ne s'occupe pas forcément de la partie déploiement systématiquement. Donc, par exemple, au jour 1, elle va produire un livrable, au jour 2, un autre livrable, de continue, etc. Et puis à un moment donné, on se décide de déployer en fait, ce qui est disponible. Donc ici, c'est le 3e jour. Et ainsi de suite, donc on continue, on enchaîne comme ça. Donc l'idée, c'est de travailler donc, à la fois sur la manière en fait, de réaliser donc, ce livrable, mais également donc, toute la chaîne en fait, qui permet le déploiement donc, automatique. Donc comment en fait, prendre le livrable et permettre de l'installer, donc de le déployer en production automatiquement. Et donc voilà, l'idée c'est en fait de mettre à disposition un livrable par exemple au manager, et eux leur seule préoccupation c'est de se poser la question quand c'est le bon moment pour déployer par rapport à des contraintes business ou des stratégies marketing. Voilà, pour eux c'est simplement ils appuient sur un bouton, on déploie et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'idée c'est de travailler en fait vraiment sur cette chaîne, donc mettre à disposition un livrable qui est déployable à tout instant. Donc le déploiement, comment c'était avant? Donc le déploiement c'était pas mal de stress, en fait une période à l'approche de la release qui était assez intense, donc avec des phases d'intégration qui sont lourdes. Donc tous les développeurs en fait donc rassemblent leur développement au sein du même branche de développement, donc il y a une phase d'intégration qui est lourde. Il y a généralement également une grosse phase de test avec pas mal de feedback au niveau des développeurs et ainsi de suite. Donc c'est une phase vraiment assez pénible, et jusqu'à la phase de déploiement où on a le sentiment qu'on est prêt à déployer, et on déploie et voilà, des fois ça se passe pas toujours bien. Donc c'est une période assez stressante. Et donc avec la livraison continue, c'est plutôt de s'orienter sur quelque chose où au lieu en fait, de déployer donc tous les 6 mois, on déploierait par exemple plusieurs fois par jour. Donc qu'est-ce qui va manquer par rapport à ça? Donc si on déploie tous les jours, ça sera un peu comme si on se préoccupait en fait au procédé de compilation qu'on a aujourd'hui. Donc certes, ce qui va manquer, c'est
bien, il n'y aura plus d'efforts en fait, pour arriver en fait, à cette, qu'il y a au niveau de cette période à l'approche du déploiement. Donc la pression qui monte et à la fin le sentiment de on a réussi à déployer, ça s'est bien passé et donc là tout le monde est content, tout le monde fait la fête. Là ce qui va manquer c'est un petit peu ça, c'est que eh bien, on déploie tous les jours, donc du coup on fera un petit peu, ça sera moins intense tous les jours, on fera pas la fête tous les jours. Donc voilà, j'en viens à la question initiale qui est donc de la livraison continue dans mon organisation. Donc pourquoi j'ai ce besoin aujourd'hui en fait? Donc l'idée, voilà, c'est que je vais vous présenter pourquoi je m'intéresse à ce sujet principalement aujourd'hui, pourquoi la livraison continue, pourquoi mettre en place ce procédé aujourd'hui. Donc je vais également parler de maturité d'équipe. Donc à un moment donné, en fait, une équipe peut se poser cette question-là, et donc je vais vous montrer, je vais vous parler en fait de quelle maturité d'équipe il faut arriver pour pouvoir se poser cette question. Également, donc quel chemin pour y aller. Donc quel chemin pour y aller, parce que donc là je vais vous raconter un petit peu l'histoire en fait, d'une équipe qui a commencé donc, avec des problématiques de cycle en V, qui a un peu commencé à faire donc, son travail de rétrospective pour justement donc, arriver à une dynamique suffisamment forte, une dynamique d'amélioration continue suffisamment forte pour commencer à se préoccuper en fait, de la livraison continue. Donc le chemin, donc à chaque problème, donc sa solution, donc commencer par lister les problèmes. Donc je vous ai parlé en fait de cette équipe qui a des problématiques en fait, donc ça s'est passé il y a 4 ans en fait, des problématiques de cycle en V assez fortes. Donc notamment des problématiques de délai, d'anomalies, de flexibilité. Donc c'est une équipe dynamique mais qui rencontre systématiquement donc, les mêmes problèmes. Par exemple, on va en ce qui concerne donc, les demandes de développement, donc cette équipe fonctionnait avec des demandes par mail et puis ou alors des longues spécifications Word de 50 pages où justement pour arriver à déterminer ce qu'il faut faire c'est assez difficile. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose en fait, qu'il fallait améliorer dans leur process. Donc des développements isolés, donc les développeurs avaient pris l'habitude en fait à chaque fois de prendre une branche de développement à eux et puis également en fait de dissocier en fait des branches par fonctionnalité. Donc ça faisait quelque chose en fait d'assez compliqué finalement pour arriver à retrouver en fait donc le code source de ce qui a été développé, c'était assez compliqué. Et donc il y avait également donc, un effet tunnel, donc chacun travaille en fait un petit peu dans son coin pendant plusieurs semaines et puis au bout d'un moment en fait donc il y a la phase d'intégration. Donc la phase d'intégration c'est un petit peu le point noir qu'on voit là, où justement il faut rassembler un peu tout ce qui a été fait, ensuite il faut tester tout ça, et après donc il y a la phase de release, de livraison et de déploiement. Et donc ça c'était quelque chose en fait qui voulait un petit peu changer, qui était vraiment pénible. En termes de tests, donc les tests c'était donc une campagne de 3 semaines, donc c'était des tests essentiellement manuels. Donc on bloquait vraiment 3 semaines à la fin de l'intégration, et donc il y avait une campagne de tests manuels. Et bien sûr c'était sur une couverture assez limitée en fait. Donc il y avait 2 personnes qui travaillaient en fait sur jouer des tests manuellement, et donc la couverture est forcément limitée. En termes de construction du logiciel, donc ça prenait donc 1 heure, c'était quelque chose qui était fait manuellement. Donc il y avait un packaging en fait un petit peu de composants, mais tout ça c'était fait un petit peu manuellement, et donc il y avait souvent en fait des erreurs de packaging. Donc on s'y prenait à plusieurs fois en fait, pour vraiment faire la solution finale. C'était toujours la même personne qui faisait Oui, tout à fait. Quand elle était malade C'était les développeurs qui allaient aider. Il y avait au moins cet aspect-là où les développeurs pouvaient, on n'avait pas que des spécialistes. En fait. Donc contenu de la version, donc qu'est-ce qu'on a mis dedans déjà? Donc tout à l'heure je vous ai parlé en fait donc des spécifications qui étaient plutôt faites par mail ou alors dans des documents, dans des longs documents Word. Comment on fait une fois qu'on approche la release pour retrouver vraiment le contenu en fait. Donc ça c'était quelque chose d'assez compliqué, donc arriver à retrouver un petit peu le fil conducteur en fait, de la release, donc savoir arriver à retrouver donc, les mails à droite à gauche, en fait également donc relire les spécifications pour en extraire des informations qui pourraient être présentées au client. Donc c'était toujours une phase un petit peu donc, délicate, donc il y avait un gros travail à la fin pour retrouver le contenu de la version tout simplement. Donc le déclic s'est fait donc, en constatant qu'il y avait beaucoup de gaspillage, donc toujours les mêmes tâches en fait, qui revenaient avec souvent les mêmes problèmes.
Et donc à partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'interroger sur comment faisaient les autres pour résoudre ces problèmes. Est-ce qu'ils avaient les mêmes problèmes? Et donc est-ce qu'ils ont donc des solutions à ces problèmes? Donc ça a été donc la première rétrospective qui les a conduits à étudier donc les méthodes itératives. Donc ils se sont aperçus qu'ils avaient un cycle de release qui était beaucoup trop long et en un seul bloc. Donc typiquement, il y avait une grosse phase en fait, de développement, une phase d'intégration, une phase de test, et ensuite après on livrait ça avec généralement des problèmes. Donc ils sont intéressés à un autre cycle en fait où on a plusieurs cycles en fait pour amener pour en fait se diriger vers la release. Donc ces cycles-là en fait ils attaquent donc du développement mais également donc du test en même temps. Bien sûr, il n'y a plus de problématique d'intégration parce que ils sont aperçus par la suite que c'était quand même assez sympa de travailler en intégration continue. Et donc ils itéraient sur ces différents cycles jusqu'à arriver à la release qui aujourd'hui en fait se passe beaucoup mieux. Donc leur backlog, ils ont beaucoup travaillé sur le backlog. Donc plutôt que d'avoir en fait les mails ou alors les gros documents Word, ils sont passés à un backlog sous forme en fait d'histoire utilisateur, de user story, afin justement que les développeurs travaillent toujours sur les mêmes éléments de travail et que ça soit justement ce qui permette de définir en fait le contenu d'une version. Donc double objectif, à la fois d'avoir quelque chose d'assez synthétique pour les développeurs, donc vraiment tout ce qui est suffisant en fait pour réaliser une tâche de développement. Également, ces user stories servent ensuite après pour retrouver le contenu de la release. Donc il y a eu également un gros travail au niveau de la stratégie de version. Donc pour cette équipe en fait qui est intégrée dans un grand groupe, la version est vraiment très très importante et elle sert comme support de communication entre plusieurs équipes. Donc là, c'est un petit peu particulier à l'équipe, mais leur stratégie est assez sympa. Donc l'idée, c'est de partir sur une version technique avec 4 membres, et le dernier membre est purement réservé à l'équipe de développement. C'est notamment pour gérer leurs différentes itérations, cycles d'itération qui conduisent à la release. Et donc une version qui leur permet justement de parler avec des équipes marketing ou support ou autre. Donc 2 niveaux de version, un qui est plutôt réservé pour le périmètre support de l'équipe de développement, et une autre qui est plutôt réservée pour le marketing, les clients, etc. Mais on mélange pas les deux dans le discours. Dans la version commerciale, est-ce qu'on déclarait aussi des composants qui n'étaient pas encore développés du point de vue marketing? Non, absolument pas. Dans la version commerciale, c'est uniquement ce qui est déjà ce qui est en fait proposé, ce qui est disponible en fait pour le client, ce qui a été proposé en release. Après, ce qui est prototypage ou tout ça, ça rentre un petit peu dans cette version-là en fait. C'est la sauce de l'équipe. Alors c'est un exemple, il y a plein de façons de versionner en fait ces logiciels. Là, c'est le moyen qu'ils ont trouvé assez sympa de pouvoir conjuguer à la fois les deux sur une même base qui sont les trois premiers membres. Donc également un gros travail a été fait au niveau de l'intégration continue. Donc là l'idée c'est qu'au lieu d'avoir en fait toutes les branches de développement éparpillées avec tous les développeurs également par fonctionnalité, donc on rassemble tout ça en fait au sein d'une même branche de développement. Bien sûr les développeurs en fait peuvent travailler sur une branche en local, mais l'idée c'est que en fait tout soit partagé ensuite sur une même branche de développement. Donc à partir de là c'est par exemple beaucoup plus facile de brancher toute une batterie de tests sur cette branche. L'idée c'est de faire de monter en fait tous les développements sur la branche principale tous les jours, le plus fréquemment possible, et de confronter ça en fait à des tests automatiques. Donc il y a bien sûr un gros travail à mener en fait sur l'automatisation. Donc par exemple cette équipe-là a monté un serveur de build, donc qui est capable en fait de réaliser la compilation automatique, donc les tests unitaires, l'analyse du code, le packaging. Donc ce qui prenait tout à l'heure je vous ai parlé du packaging qui prenait 1 heure, donc maintenant c'est fait en 5 minutes. Avec tous les autres tâches en fait, qui consistent aux tests unitaires et voir les analyses de code. Donc il y a également eu un gros travail de fait dans un deuxième temps en fait, sur l'automatisation des tests. Donc il y a eu un autre serveur dédié en fait, à l'automatisation des tests. Donc pour automatiser les tests de non-régression, pour la couverture fonctionnelle.
Donc des tests qui sont plus donc de volume et de performance pour stresser en fait la solution. Et également donc du déploiement, donc être capable en fait d'arriver à déployer mais sur un serveur de test. Donc là, donc tout ça en fait ça a vraiment donné une dynamique d'amélioration continue à l'équipe. Donc elle s'est aperçue justement qu'elle pouvait s'attaquer vraiment à ces problèmes donc petit à petit, un par un, et donc arriver en fait à justement à résoudre chacun des problèmes qu'elle rencontrait. Donc elle était vraiment dans une dynamique d'amélioration continue, donc du succès en fait. Donc vraiment de très bonnes choses en sont sorties, mais c'est insuffisant en fait. Et après, une fois qu'on est capable en fait justement de produire très facilement une solution logicielle, qu'est-ce qui se passe après? Donc après il y a... Qui connaît les... Oui. Sur les tests, oui. Qui était responsable d'écrire les tests de non-régression, les tests de volume, les tests de performance? Le développeur lui-même, c'était un... alors en fait, c'est un travail entre développeurs et fonctionnels et métiers. Donc il y avait un travail justement de rédaction à la fois donc les user stories, également donc les tests d'acceptance qui étaient à la fois donc les fonctionnels n'ont pas joué le jeu forcément dès le départ, mais ça a été au moins pour récupérer donc toutes les infos qui sont nécessaires pour pouvoir définir des critères d'acceptation. Donc il y avait un travail, un couplage entre développeurs et métiers sur la rédaction des tests de conformité. Et donc une fois que ces tests de conformité, c'était fait en 2 temps, une fois qu'il y avait ces tests de conformité qui étaient donc acceptés, on les intégrait dans les tests de non-régression par la suite. Donc on augmentait notre couverture de tests fonctionnels. Oui. Quel pourcentage, une fois qu'ils sont arrivés là, déjà au tout départ, quel pourcentage de couverture de tests unitaires il y avait sur l'application? Est-ce que c'est parti de 0 ou pas? Et quel pourcentage à peu près de couverture globale on peut commencer à se dire c'est suffisamment borné? Alors aujourd'hui, la problématique, c'est qu'en fait, on n'a pas de maîtrise sur la couverture mondiale. Donc il y a également de clients en fait dans le monde. C'est pour, je vais le citer, c'est pour Essilor. Et également, ils ont beaucoup de clients dans le monde, et donc il est impossible d'avoir la couverture complète. Mais par contre, on s'est plutôt attaché à essayer d'avoir une couverture par rapport aux différents produits qu'ils ont, et également d'avoir une couverture par rapport également au code source. Donc grâce à des outils comme Ncover par exemple. Donc le travail, on s'est rendu compte justement qu'on avait une couverture vraiment très faible. La couverture, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle était limitée par le nombre de personnes déjà qui pouvaient travailler dessus. Donc il y avait 3 semaines qui étaient dédiées à ça. Et donc c'était humainement, on a adapté la couverture par rapport à ce qui était possible. Mais donc l'idée, c'est donc à partir du moment où il y a eu les tests automatiques, c'était d'enrichir le plus possible en fait et d'augmenter cette couverture. Donc ils sont partis vraiment de 0 sur... Non, il y avait déjà des bases, mais qui n'étaient pas vraiment représentatives en fait du parc mondial. Donc aujourd'hui en fait on travaille dessus sur la couverture mondiale, mais c'est quelque chose d'assez compliqué en fait. Pour revenir un peu sur la question, parce que les 2 testeurs que vous avez signalés au départ, oui. Avant, lorsqu'on passe à cette intégration continue, oui. La question était un peu quel rôle ils ont eu à avoir. Alors voilà, c'est très intéressant. Alors les 2 testeurs en fait qui faisaient des travails qui étaient plutôt du travail mécanique en fait ont vraiment changé de rôle. C'est vrai que il y a eu beaucoup de changements en fait. J'en parle pas tellement, mais en termes de changement de rôle et de process, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et donc les 2 testeurs en question justement ont pris un nouveau rôle qui est plutôt un rôle en fait d'analyse des rapports de tests qui sont produits en fait toutes les nuits. Et ils se sont rendus compte justement que ça devenait tellement massif en termes d'analyse que donc ils ont recruté une autre équipe dédiée de tests dédiée à ça. Ça veut dire sur l'analyse. Sur l'analyse, exactement. Parce que la grosse difficulté avec l'intégration ou l'introduction de ce système, c'est que les testeurs de l'ancien mode, qui étaient des testeurs plus ou moins fonctionnels, qui n'avaient pas la possibilité de faire de l'automatisation, de développer, lorsqu'on introduit l'agilité, on veut qu'ils participent à l'automatisation, ils sont bloqués techniquement. Alors justement, on les a fait complètement participer en fait à ce procédé justement d'automatisation. Donc c'était comment démarrer un petit peu cette transition agile. Donc ça a été vraiment en allant discuter en fait avec toutes les personnes de l'équipe, aller voir tous les axes d'amélioration et les faire tous contribuer en fait à cette transition en fait.
Ça n'a pas été quelque chose qui a été fait dans leur dos, mais c'est vraiment été quelque chose qui a été fait parce que justement le besoin était là, il l'avait exprimé et que des réponses existaient. Donc chaque personne a un petit peu contribué à cette transition-là, et donc au niveau des testeurs, tout ça a été rendu possible grâce à eux en fait, grâce à leurs questions, leurs préoccupations, et donc ils ont été totalement contributeurs. Et aujourd'hui justement les rapports qui sont produits, c'est vraiment des rapports qu'ils ont définis sur mesure. Et vous dites qu'en gros chaque jour il y a un déploiement oui, sur un serveur de test, exactement. Mais sur le serveur de test, après il y a des tests manuels. Non, c'est complètement automatique. Toujours, oui. Et même les nouvelles fonctionnalités, il y a déjà des tests automatiques. Alors les nouvelles fonctionnalités, ça dépend si on arrive à les intégrer dans le jeu de test des TNR en fait. Les tests de non-régression, ils sont là pour mesurer en fait que les changements qui ont été ajoutés, le code source qui a été modifié en fait, ne perturbe pas en fait ce qu'on est censé attendre en production en fait. On garantit ça. Et si on n'arrive pas? Alors si on n'arrive pas, justement, il y a une boucle avec les développeurs pour justement corriger. Mais on a le feedback immédiatement le lendemain en fait. Nos tests de non-régression, on les joue la nuit et ils prennent 5 heures. Donc voilà, j'en étais donc resté donc, sur la... Oui. Je suis désolée. Et du coup, il y a une réelle confiance des testeurs en les développements, les tests de non-régression, les tests IT, etc. Oui. Les testeurs ont confiance dans les tests IT parce que souvent quand on teste, c'est pour vérifier justement qu'il n'y a pas eu de problème dans le code. Et quand si les mêmes qui ont développé le code ont développé les tests IT, j'ai beaucoup vu des testeurs qui veulent retester à la main pour vérifier que justement même les tests IT passent quand même, sont pas mal codés. D'accord. Ou viciés, comment on dit. Alors je vais répondre à la question. En fait, il y a deux choses. Il y a bien sûr les tests unitaires qui sont rédigés par les. Donc ça a été également un grand changement, c'est de promouvoir donc et systématiser donc les tests unitaires. Mais également donc l'aspect donc test de non-régression et test de conformité. Donc les tests de conformité sont rédigés à la fois par donc les tests d'acceptance sont rédigés par les développeurs et donc les personnes du métier en fait. Puisqu'on n'est pas encore dans une dynamique où les personnes du métier sont capables de rédiger eux-mêmes les tests d'acceptance. Donc par rapport à ça, les développeurs sont en fait, ils ne remettent pas en question justement les tests qui sont rédigés par les développeurs et couplés au fonctionnel. En fait, c'est pas à remettre en question, c'est que quand la même personne, les juges, est partie, voilà, il y a toujours un risque de faire les tests en pensant, enfin, sans se rendre compte où peut être la faille. C'est ça. Oui, c'est vrai que on peut pas avoir le filet. C'est pas évident. Hein. Même les fonctionnels, ils peuvent se limiter en fait sur leur couverture en fait. Ils ont. C'est pas évident. Disons que les garanties, ce qu'on a pu apporter en plus, c'est au moins garantir en fait la non-régression. On est capable de la mesurer. On est capable en fait d'avoir un procédé pour intégrer facilement les tests d'acceptance aux tests de non-régression une fois qu'ils sont validés. Après on a des tests de volume, de performance et puis on avance comme ça et aujourd'hui ça se passe bien. Et en termes d'outils pour les tests automatisés? Alors les outils en fait je vais en parler un petit peu. Ce qu'on va faire c'est que je vais continuer un petit peu, peut-être que on va être peut-être un peu limité par le temps. Mais l'idée c'est qu'à la fin de la session on discutera outils et puis problématiques. Dernière question, oui. La part est-ce qu'on arrive à faire une couverture totale en automatisé ou il y a quand même une part manuelle? Donc il y a deux choses, il y a les tests unitaires qui vont permettre justement de confronter des problématiques plus donc à la fois fonctionnelles mais aussi surtout techniques. Je parle juste de la partie non-régression. Pardon? Juste la partie de non-régression. Votre question en fait c'est si on a une couverture, on arrive à avoir une couverture complète? Oui. Alors aujourd'hui on a mis en place un procédé qui est capable en fait de reproduire en fait ce qui se passe en production. Par contre la couverture complète elle est très difficile à obtenir en fait. Parce que c'est un parc mondial et on ne sait pas justement quel est le comportement. On n'a pas de vue en fait sur la manière dont les clients, donc à l'autre bout du monde, en fait, utilisent l'outil par rapport à tel type de produit. On n'a pas cette vue-là aujourd'hui. Donc on travaille bien sûr sur l'enrichissement de ça. Ça c'est un autre sujet. C'est vraiment un travail avec les personnes qui sont plus orientées produits pour pouvoir récolter des informations et nous les transmettre. Mais c'est vraiment un autre sujet. Et le coût de l'automatisation par rapport au coût d'une itération?
Le coût d'automatisation? Disons que nous, en fait, ça s'est simplement résumé en fait à ajouter une ligne un petit peu dans notre, un petit peu dans les charges en fait un peu de développement, qui consiste à travailler systématiquement sur l'optimisation de notre process de test. Après la rédaction du test. C'est systématisé en fait. Alors on quantifie pas forcément en fait. On systématise la rédaction de tests unitaires. Mais sur la partie, je parle vraiment de la partie non-régression. Effectivement, pour l'unitaire. Il n'y a pas tellement de travail sur la partie non-régression. C'est qu'une fois qu'en fait le process est en place, c'est uniquement en fait de l'enrichissement de données en fait. Donc nous on a pu en fait matérialiser des scénarios sous forme XML. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est d'enrichir en fait nos packages de tests avec de nouveaux fichiers XML. On pourra en parler par la suite après quand on sera aux questions. Donc du coup, j'ai de nouveau des problèmes sur la présentation. Je suis désolé, un petit problème technique. Ça ne veut pas reprendre. Bon, on va enchaîner comme ça. Hein. Je suis désolé, mais. Débrancher, rebrancher le câble. Ouais, j'ai essayé, mais ça ne va pas mieux. FNF7. Je pense que c'est le projecteur qu'il faut éteindre. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Je vous propose en fait de continuer comme ça. On va peut-être reprendre ce format un petit peu questions-réponses. Ça peut être intéressant. Je vais donc continuer sur la. Donc là, c'est dommage. En fait, il y a toute la partie un petit peu technique sur la livraison continue que vous ne pourrez pas voir, mais on peut en discuter ensemble. On fait comme ça? Ouais. Ok. Donc maintenant c'est mon écran qui est noir. Bon, je vais enchaîner. Voilà, sans présentation, sans rien, sans filet. Ok. Donc j'en étais en fait au niveau des déploiements. On a travaillé en fait beaucoup sur la partie donc intégration continue. Donc on a vu qu'en fait on a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de succès grâce à ça, mais en fait on s'est quand même avancé donc on s'est confronté à une difficulté qui était la partie déploiement en fait. On est capable en fait de livrer très fréquemment donc une version justement sur laquelle on peut garantir en fait donc la non-régression. Également donc qu'elle est capable en fait de supporter beaucoup de charges et qu'elle est performante. Mais par contre après donc il y a l'aspect en fait déploiement. Qu'est-ce qui se passe quand on a en fait ce livrable, on a envie de l'installer en fait en production en fait, qu'est-ce qui se passe? Là justement en fait cette partie-là n'a absolument pas changé par rapport en fait au début. Donc toujours les problématiques en fait donc de déploiement, donc de migration de configuration, donc d'erreurs manuelles en fait qui se passent en fait lors des phases de déploiement. Donc justement,
C'est pour ça que donc aujourd'hui on se pose la question donc, de la livraison continue en fait, dans mon organisation. Le goulet d'étranglement aujourd'hui, c'est la partie déploiement. On a réussi à être assez bien en côté intégration continue. Et donc maintenant c'est ma préoccupation, c'est la préoccupation de l'équipe. Donc être capable en fait, de déployer très rapidement. En fait. Donc de lever en fait, ce frein qui est aujourd'hui la partie déploiement. Donc comment faire pour cette partie déploiement? Donc il y a donc, plusieurs stratégies. Donc pour pouvoir en fait donc déployer automatiquement, donc il faudra travailler en fait sur 4 axes principaux. Donc l'axe organisation, donc l'axe agile, donc rendre l'organisation donc agile, déployer en fait quelque chose en production donc à une fréquence élevée. Donc ajouter de la valeur systématiquement pour le client, ça a des impacts en fait sur la stratégie business de l'entreprise en fait. Ça peut pas se faire uniquement par l'équipe de développement. Il faut que justement l'organisation soit en phase avec ça, donc il faut lui présenter en fait les conséquences. Donc on apporte systématiquement donc de la valeur tous les jours en fait au client en déployant systématiquement. Donc il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Donc ça c'est plus pour la partie un petit peu organisation, entreprise, marketing. Il y a un travail à faire également sur un petit peu l'anticipation, donc c'est-à-dire qu'on va anticiper en fait donc, tous les problèmes qui peuvent se poser. Donc il y a beaucoup de choses qui aident par rapport à ça. Donc il y a par exemple l'intégration continue qui permet de garantir en fait que notre solution est valide, donc qu'elle puisse franchir en fait les différents obstacles que sont donc les tests de non-régression, les tests de volume, performance, etc. Également donc travailler sur des stratégies. Donc il y a également plein de stratégies au niveau de la livraison continue qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc je vais vous donner quelques exemples. Ça sera par exemple donc le branche par abstraction. Donc c'est un concept en fait qui permet de généralement comme excuse à l'intégration continue on dit voilà on va changer d'architecture, on a envie de travailler sur par exemple on va passer d'une technologie à une autre, les dernières versions de .NET ou autre. Et donc on sert ça comme excuse pour dire on va travailler sur une branche à côté, tout ça pendant plusieurs mois et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est pas une vraie excuse parce qu'on est capable justement grâce au concept de branche par abstraction, on est complètement capable en fait d'intégrer tout ça en branche principale. Donc l'idée en fait c'est simplement de faire en sorte de brancher donc les évolutions qui sont prévues en fait toujours dans la même branche et de faire des switches au niveau des composants. Soit par clé de configuration, soit par justement des profils, par exemple on va dire à certains profils d'utilisateurs, on va leur autoriser ce type de fonctionnalité, mais à cela c'est pas forcément nécessaire. Par exemple Facebook, ils ont pris l'habitude de déployer systématiquement donc, des nouvelles versions, donc d'abord en fait à leurs employés, donc sur impact utilisateur assez restreint, et ensuite ils étendent ça en fait à une couverture mondiale. Donc c'est une stratégie, donc il y en a également d'autres comme le Blue Green Deployment, donc c'est-à-dire c'est un concept en fait qui fait intervenir en fait 2 serveurs de production à l'identique. Donc il s'agit simplement de switcher sur l'un ou 2 serveurs pour par exemple mettre en place une migration de données, mettre en place une migration de technologie sur un serveur et ensuite on rebranche quand c'est prêt en fait. Une fois qu'on a lancer tous les tests en fait sur ce serveur-là, potentiellement il peut devenir serveur de production et du coup on va brancher en fait tout le flow des utilisateurs sur cet environnement plutôt que sur l'environnement sur lequel il était avant. Donc ça c'est une stratégie et également donc d'autres stratégies comme les Canary Release, donc c'est assez utilisé par Google aussi, donc c'est de laisser en fait les utilisateurs choisir en fait sur quel abonnement en fait quel abonnement de version ils veulent travailler. Donc soit ils veulent une version stable, très stable, et donc le déploiement arrivera en fait à une fréquence moins élevée que ceux qui veulent par exemple travailler en bêta ou voire en alpha et avec des versions beaucoup plus mises à jour beaucoup plus fréquemment, mais potentiellement peut-être avec des fonctionnalités qui ne sont pas tout à fait terminées. Donc ça c'est une stratégie. Donc également j'ai parlé de l'axe agile, j'ai parlé de l'axe anticipation. Il y a également des choses à faire sur la gestion des risques. Donc gestion des risques, c'est-à-dire qu'on fait porter en fait tout ce qui est tout ce qui était fait manuellement avant. Donc on avait des personnes qui étaient compétentes pour intervenir en cas de besoin, qui connaissaient parfaitement le process. Là on va tout faire porter en fait sur des automates. Donc il y a une gestion des risques importante à faire par rapport à ça.
Donc être capable en fait d'avoir des personnes qui sont non plus interviennent en fait sur la partie donc sur le process de déploiement, mais plus sur les automates qui sont en charge en fait du process de déploiement. Donc il y a des choses à faire à voir avec ça. Il y a également donc un autre axe. Donc j'essaie de me souvenir. Donc il y avait la gestion, donc également toute la partie donc testing. Donc le test en fait est vraiment majeur en fait en livraison continue. Donc c'est être capable donc d'avoir une couverture donc fonctionnelle, d'avoir une couverture au niveau donc de supporter en fait la charge. Également donc capacité mémoire, donc pouvoir justement détecter les fuites mémoire, capacité de performance, donc être capable de voir comment le système se comporte par rapport à d'énormes demandes. Donc tous ces scénarios-là, il faut être capable en fait de pouvoir les jouer automatiquement. Voilà, une fois qu'on a tout ça, en fait, on est prêt à travailler donc sur on est prêt à s'intéresser donc au procédé de livraison continue et petit à petit de voir comment ça peut être mis en place. Donc voilà, pour faire l'état des lieux un petit peu aujourd'hui de cette équipe, donc elle est très outillée sur tout ce qui est donc intégration continue. Elle a même un outil en fait de déploiement, mais uniquement sur la partie test. Et désormais en fait elle travaille donc avec la partie exploitation pour voir ce qu'il est possible de faire en fait sur du déploiement continu, la livraison continue. Donc voilà, malheureusement j'aurais pas pu vous exposer en fait les différents schémas en fait qui concernent la livraison continue, donc les différentes stratégies, mais vous pouvez les retrouver en fait je mettrai à disposition donc sur SlideShare en fait ma présentation, donc vous pourrez la retrouver avec les différentes techniques associées. Merci. Oui. Au niveau de la mise en place, oui. Dans la priorisation en fait, des tests, oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en premier? On met en place en premier les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests d'intégration. Qu'est-ce qui crée plus de valeur au début en fait quand on n'a rien? Alors quand on n'a rien du tout, ce qui crée le plus de valeur, c'est les tests unitaires. Donc déjà faire en sorte que qu'on soit capable en fait d'anticiper, donc prendre un bon réflexe qui est quand on a un problème, on va créer en fait un test unitaire en fait pour rejouer ce problème-là et ensuite faire en sorte que justement le test passe. Donc ça c'est un bon réflexe à avoir. Mais c'est vrai que nous en fait on a un petit peu attaqué en fait le sujet là en même temps. Donc vous savez quand on a commencé à s'intéresser en fait aux pratiques agiles, on a vu donc l'aspect test unitaire, mais également donc l'aspect test de non-régression. La partie donc automatisée, donc les tests de non-régression, c'est quelque chose d'assez long. Ça demande pas mal de réflexion et nous on a développé nous-mêmes en fait nos propres outils. On utilise, nous on fonctionne en .NET et on utilise donc CruiseControl.net. Donc CruiseControl en fait c'est un outil qui est très utilisé en fait pour le build. Nous on l'a un petit peu en fait on a un peu détourné en fait de sa fonction initiale. C'est un très bon pilote en fait de tâches automatisées. Couplé avec Nantes, c'est génial. Et donc nous en fait on l'a détourné justement pour qu'il soit capable en fait de piloter donc des tests de non-régression et de fournir des rapports en fait dans les rapports typiques qu'il produit en fait pour des builds. Oui. En fait, sur la partie automatisation, vous ne parlez pas de l'aspect paramétrage. Est-ce que vous faites? Alors ça c'est extrêmement intéressant en fait. L'aspect paramétrage, donc c'est-à-dire l'aspect configuration. Que ce soit de l'environnement, mais aussi de toute l'application. Absolument, ouais, tout à fait. Alors le procédé qu'on a utilisé, c'est qu'en fait là je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais on a mis par exemple donc plein de dossiers qui contiennent des jeux de test en fait au format XML qui sont couplés à des configurations d'application. Et on a donc un outil qui va en fait scanner en fait tous ces dossiers là, leur associer donc la configuration et installer donc l'application avec la configuration qui est associée au jeu de test. Une fois que tous les tests ont été joués, en fait, elle passe à une autre famille de tests avec une nouvelle configuration, des nouvelles données, et etc. Elle itère sur. Spécifique que vous avez fait, vous avez utilisé un outil? Non, on a développé en fait ces scripts-là nous-mêmes. Alors c'est un petit peu ce que je mettais aussi dans ma présentation, c'est qu'en fait nous on est parti beaucoup sur du script. On a vraiment tout développé un petit peu, on a utilisé CruiseControl, mais on a beaucoup détourné en fait sa fonction initiale et on est parti sur du script.
Mais donc il y a des outils qui existent, j'en parlais un petit peu dans ma présentation, donc comme Chef, Puppet ou autres, qui sont vraiment qui permettent beaucoup d'aider dans ce sens-là en fait aujourd'hui. Donc il ne faut pas réinventer la roue, c'est bien d'investiguer un petit peu sur ces aspects-là et ça donne une bonne dynamique à l'équipe. Mais il y a aussi des outils qui existent qui permettent de gagner du temps. Dans les grands groupes, souvent, les départements de production ne sont pas du tout agiles. Oui. Selon vous, c'est quoi les bons arguments pour les convaincre justement alors, à quelque chose d'intégration continue? Alors nous, en fait, il faut le démontrer. Nous, la clé, ça a été qu'en fait, on avait des problématiques d'équipe, on voulait résoudre ça en équipe, en famille. Et donc du coup, en fait, on a commencé à mettre en place du test unitaire. Donc le test unitaire, à la limite, ça ne concerne pas forcément donc, le top management, un petit peu le middle management. On peut déjà commencer à mettre ça en place. C'est quand même quelque chose de... Il faut quand même que le manager puisse, le responsable d'équipe puisse sponsoriser un petit peu ça, soit d'accord avec ça. Donc il y a un travail à faire aussi pour le convaincre. Mais c'est déjà un premier pas sur montrer justement que ça fonctionne. Et puis après, justement que ça puisse s'étendre à d'autres concepts. Investir sur du test. Donc nous, ça a pris d'en bas. Maintenant, ça a tellement pris qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous sollicitent. On est dans un schéma où en fait de plus en plus d'équipes demandent externes à nous qui demandent en fait d'héberger leur application sur notre serveur, notre petite machine de build. Donc on dépasse un peu notre fonction et là justement il y aura un travail à faire pour que ça soit plus nous, ça ne soit plus notre équipe qui porte cette responsabilité, et mais notre entité. Vous avez ouvert les accès. Pardon? La production, vous avez ouvert les accès pour déployer automatiquement? En fait, on travaille. Alors, on démarre en fait un petit peu ce travail-là avec donc l'équipe support pour notre équipe support exploitation pour justement. On va exactement faire la même démarche qu'on a fait avec les développeurs. On va capitaliser en fait leurs besoins. Ils sont dans une phase en fait où ils veulent plus leurs problèmes en fait de déploiement. Ils en ont trop vu en fait. Ils sont vraiment prêts en fait à investir sur de l'automatisation, donc on va travailler avec eux sur cet aspect-là. Lorsque vous parlez en fait d'itération, c'est une itération par user story, au comité et ça build, et ça part en recette. Alors c'est vrai que l'itération c'est plutôt sprint, le terme exact c'est sprint. Nous on travaille avec des itérations de 2 semaines, donc c'est une bonne dynamique qu'on s'est donnée, même si forcément au bout de 2 semaines il n'y a pas forcément un client derrière qui va tester, on aura au moins des tests. Mais ça part juste en recette, c'est juste un test fonctionnel et la production, voilà. C'est lorsque le business décide de partir en production. Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on est sur des fréquences de 3 mois, 3-4 mois. Mais on se rend compte que justement, les phases en fait, de déploiement sont très critiques, tellement critiques que des fois, il y a des clients qui veulent pas de la nouvelle version, ils préfèrent attendre que d'autres clients les éprouver bien avant d'eux. Il y a un travail de confiance, ça permettrait de restaurer un travail de confiance, la confiance aussi se travaille sur le déploiement. Justement, un peu dans cette optique-là, si on part du principe qu'on n'attend pas 3 mois, mais qu'on a un morceau qui nous intéresse, on peut le sortir rapidement qu'il est prêt. Oui. Vous avez parlé de monobranche. Oui. Il y a des cas où on peut pas, on a déjà du code qui est prêt dans le packaging, qui est déjà dans la branche, on ne peut pas mettre en prod tout de suite. À un moment donné, on est obligé de. Alors, disons après c'est vraiment ça devient de la stratégie en fait. Stratégie avec un petit peu comment on fait pour que ce bout de code là n'apparaisse pas sur ce client là mais sur ce client là. Et après ça devient un petit peu de la stratégie d'organisation. Nous on a beaucoup de clés cachées pour activer ce genre de fonctionnalité sur nos serveurs de test mais pas sur nos serveurs de production. Voilà, c'est de ce genre de choses qu'il est possible de mettre en place. J'ai une autre question. Est-ce que selon vous il y a une chronologie justement test unitaire, test de mise en place jusqu'au déploiement? Vous êtes dans la phase de déploiement. Nous, on a beaucoup de problématiques sur la partie test de non-règne notamment, parce que je travaille sur les applications, les sites mobiles. Oui. Et on se rend compte que selon le téléphone, il n'y a pas le. Enfin, automatiser ça, c'est vraiment un débat et un challenge. Donc là, on se focalise plus sur le déploiement. Et je me dis, voilà, selon vous, est-ce que ça a un intérêt de dire on se focalise sur le déploiement continu tout en faisant des tests manuels? C'est délicat, c'est vraiment délicat en fait. La partie manuelle en fait est vraiment critique en fait. Et, il faut essayer de la réduire le plus possible et travailler plus sur un flow qui est donc toutes les tâches en fait automatisables, c'est elles qui suivent le chemin critique. Et les tâches manuelles en fait elles ne sont pas sur le chemin critique. Il faut raisonner dans cette optique là. Et après moi je partirais plutôt sur investir sur la partie vraiment automatisation des tests d'innovation. Une réflexion à mener dessus en fait. Ça vaut le coup. Déploiement dans un second temps.
je vais devoir arrêter, en fait, on m'a fait signe. Mais par contre, je vous propose en fait de me retrouver au stand Coactive à l'entrée pour les autres questions que vous pourriez avoir. Merci.